Avant de donner la parole à mon ami le professeur Raouda Boussafara, je saisis cette occasion pour remercier moi et mon ami Samir Faji, le groupe de pneumoallergologie sous l'égide de la Société tunisienne de pédiatrie de nous avoir invités pour modérer cette séance. Et bon, je vais, en attendant, peut-être Samir, tu voudrais donner... Non, c'est juste, je vois quand même de l'assistance, malgré donc l'événement qui se passe tout à l'heure. Et j'espère qu'il y aura la foule arabesque. Ne désertez pas les salles. Et jetez un clin d'œil pour le foot. Et surtout, revenez. Je crains qu'après la pause café, ça sera la pause finale. Voilà. Donc je pense que dans quelques instants, le deuxième atelier finira et on pourra donc commencer cette séance de l'après-midi. Moi, à mon tour aussi, je remercie énormément donc tous les collègues du groupe, que je vois un groupe très actif. Même en période Covid, on a fait des webinars, c'est bien quand même. Je vois que la pneumoallergologie bouge en Tunisie. C'est un groupe qui est bien actif. Et j'ai l'honneur d'appartenir à ce groupe respectable. On attend quelques instants, s'il vous plaît. Au fait, on attend le feu vert de Khadija Boussetta. Est-ce qu'on peut commencer? Ça tombe mal. D'accord. Voilà, donc je pense qu'on va commencer. Je vais inviter Madame le professeur Raouda Boussafara pour nous parler des urgences allergologiques pédiatriques. Et donc, Raouda Boussafara, tout le monde connaît Raouda, qui est professeur à la faculté de médecine de Monastir, qui a été doyenne de la faculté de Monastir, de médecine de Monastir, et qui actuellement, tu es où? Pré-retraite, je vais faire du privé. Voilà, donc ça c'est une publicité qui ne coûte absolument rien du tout. Consultez chez Dr Boussafara. J'en profite. Donc je ne sais pas si ça marche ce microphone. Il marche à votre avis? Allô? Donc, je vais vous parler aujourd'hui, et c'est ce qu'on m'a demandé de vous faire, les urgences en allergologie et leur prise en charge. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est les urgences allergologiques? C'est l'ensemble des situations cliniques qui mettent en jeu le pronostic vital et qu'on appelle actuellement l'anaphylaxie. L'anaphylaxie est connue depuis 1902. Et elle a une définition, c'est une réaction allergique grave et généralisée, de survenue et de progression rapide, pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Les réactions allergiques graves et fatales surviennent quand elles récidivent, elles ont tendance à récidiver. Et puis, quand il y a de l'asthme aussi. Donc l'incidence globale de l'anaphylaxie en Europe chez l'enfant est estimée à 1,5 à 7,9 cas pour 105 personnes et par an. Son incidence a cru 3 fois plus ces dernières années, et surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Et cela dans divers pays, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie.
Le nombre d'hospitalisations pour anaphylaxie alimentaire est plus élevé chez l'enfant que l'adulte. Et aux États-Unis, entre 1994 et 2005, le taux d'hospitalisation pour anaphylaxie alimentaire a été multiplié par 5 chez l'enfant dans la tranche d'âge de 0 à 4 ans. Et ce taux est passé de 4% à 19,7% pour 105 habitants et par an. Alors, le taux de mortalité, tout âge confondu, reste stable et heureusement pas très élevé. C'est quand même bien parce qu'on sait les prendre en charge. Et ce taux de mortalité est estimé à 1 par million d'habitants au cours des 20 dernières années. Et aux États-Unis, les données du registre de 1999 à 2010 confirment que la première cause de décès par anaphylaxie, tout âge confondu, est médicamenteuse. En France, au cours de la période 79-2011, le taux de mortalité par anaphylaxie chez l'enfant est de 0,06 décès par million d'enfants et par an. Donc vous voyez, c'est un taux quand même relativement faible. Et puis, on s'est encore plus amélioré les 10 dernières années, où le taux a encore plus baissé. Et la répartition des causes de décès par anaphylaxie en pédiatrie a été surtout iatrogène, due aux médicaments. Alors qu'en fait, la fréquence des allergies alimentaires qui provoquent les anaphylaxies sont plus importantes. Mais le décès, c'est dû aux médicaments, suivi du venin d'insectes, d'hyménoptères, puis viennent les aliments. Donc ça, c'est pour le décès. D'accord ? Donc, sur un petit mot de physiopathologie, la réaction d'hypersensibilité est généralement immédiate IgE médiée, mais pas que, des fois, et rarement, c'est d'autres mécanismes immunologiques. Excusez-moi, je ne vois pas bien. Donc, voilà, modéré par les IgE et secondaire à l'introduction d'une substance qu'on appelle allergène dans un organisme qui est prédisposé génétiquement à faire une réaction, alors que dans la population normale qui n'a pas d'allergie, il n'y a pas de réaction qui se fait. Donc, l'allergène va pénétrer. Et il va y avoir des IgE qui vont se fixer sur les mastophytes et les basophiles. Et à l'occasion d'une deuxième réintroduction de l'allergène, il va y avoir la réaction allergique, puisque l'allergène va se fixer sur les IgE, il y a une dégranulation, et donc il va y avoir la formation de médiateurs. Les médiateurs, donc vous voyez, histamine, tryptase, mais également les médiateurs néoformés, prostaglandine, leucotriène et les cytokines. Donc voilà, une fois les médiateurs sont libérés, il va y avoir une action sur les organes cibles, qui peuvent être la peau, les muqueuses, qui peuvent être le poumon, qui peuvent être les intestins, le cœur cardiovasculaire en général et le cerveau neurologique. Des manifestations cliniques de l'anaphylaxie, généralement, elles sont rapides et ils se passent dans les 2 à 3 heures. Mais celles qui sont mortelles, elles sont très très rapides, puisque pour le venin, on voit que la réaction est au bout de 15 minutes et que pour l'aliment, elle est à moins de 30 minutes. Donc vous voyez, dans les formes très graves. Alors je vais faire un petit tour sur les manifestations cliniques de l'anaphylaxie et je vais commencer par la plus connue, à savoir la peau et les muqueuses, qui sont généralement, ces signes-là sont présents dans 80% des cas. Et c'est ça qui nous oriente généralement pour comprendre qu'il s'agit peut-être d'une allergie. Des fois, c'est des démangeaisons qui sont associées, des rougeurs ou d'urticaire, qui affectent n'importe quelle partie du corps. Ça pourrait être aussi les pommes et les plantes. Ça pourrait être n'importe quelle autre partie du corps. Et aussi, une autre caractéristique, les œdèmes, surtout au niveau des muqueuses, qu'elles soient au niveau de la langue, au niveau de l'œil. Sur le plan respiratoire, donner de l'importance à la rhinite, la rhinorrhée. Il peut y avoir que ça. Surtout, on les constate quand on fait un test de provocation orale, par exemple, aux aliments. Et le premier signe qui apparaît, c'est la rhinite, la rhinorrhée. Donc, donner de l'importance à ce signe-là. Et puis, il peut y avoir, bien sûr, la voix rauque, la difficulté à respirer, la tachypnée, la dyspnée, les sifflements. C'est
encore plus grave. Et puis, bien sûr, il peut y avoir un arrêt respiratoire. Sur le plan gastro-intestinal, c'est les douleurs abdominales, les nausées, les vomissements, tout de suite, après l'ingestion de l'aliment. Et puis, les signes cardiovasculaires, l'hypotension artérielle avec pâleur, fatigue, sensation d'évanouissement. Je ne sais pas si les uns et les autres ont vécu ces manifestations anaphylaxiques, mais des fois, les enfants nous disent, ils me disent plusieurs fois, ce n'est pas des enfants, mais c'est un peu plus grand, ils disent, voilà, j'ai envie de dormir. Moi, j'ai envie de dormir, ça m'angoisse à fond. Parce que je crois qu'ils sont en train, parce qu'ils n'expriment pas les choses comme on peut les décrire dans la littérature, mais ils disent, voilà, cette sensation de vouloir dormir. La tachycardie, d'abord, puis le pouls devient faible, et la bradycardie, et puis l'arrêt cardiaque. Et sur le plan neurologique, on peut avoir une confusion, une désorientation, un étourdissement, une perte de connaissance. Les réactions peuvent se faire en 2 temps. Attention, après une première, c'est pour ça qu'il vaut mieux les garder. Après un accident ou un incident anaphylactique, il vaut mieux les garder en hospitalisation, surtout si on a dû utiliser l'adrénaline. Parce que la deuxième phase peut arriver dans des proportions quand même qui peuvent atteindre 23% des patients dans les 4 à 12 heures. Donc les critères de diagnostic de l'anaphylaxie chez l'adulte, parce que l'enfant, il n'y a pas de consensus. Mais enfin, ça ressemble très fort et on peut très bien extrapoler. Donc il y a les critères, c'est premièrement, par exemple, il y a 3 critères sur lesquels on peut se baser pour l'adulte. C'est un début brutal, alors que le patient ne se savait pas allergique ou a pris un allergène particulier. Et sur cet épisode aigu, il y a une atteinte respiratoire et une diminution de la pression artérielle. Ou bien la personne, deuxième situation, la personne se sait allergique ou suspecte une allergie quelconque, et en ingérant cet aliment ou cet allergène, il y a eu une atteinte de la peau des muqueuses, atteinte respiratoire, diminution de la pression artérielle, symptômes gastro-intestinaux. Donc deux de ces éléments-là. Et la troisième chose, c'est la pression artérielle qui baisse, alors que l'enfant, ou la personne, l'adulte, pardon, a reçu un allergène, il a pris un allergène connu. Alors, pour l'enfant, il y a ce tableau-là qui j'aime bien parce que, bien qu'il soit dépassé, donc vous voyez, depuis 2003, et je l'aime bien parce que finalement, on peut un peu schématiser l'affaire en disant que d'abord cutané, puis digestif en gravité. Donc, je vais en gravité. Bien sûr, tous les signes peuvent être associés. Donc, cutané, digestif, respiratoire. Attention, si c'est respiratoire, c'est déjà un signe de gravité. Et bien sûr, en dernier, c'est le cardiovasculaire. Les particularités de l'anaphylaxie de l'enfant, c'est que la rapidité d'installation des signes systémiques, respiratoires, cardiovasculaires, cutanéo-muqueux et digestifs, après une exposition à un allergène connu ou non. D'autres particularités, c'est que l'enfant fait une forme cutanée dans 90% des cas. Quand elle manque, on est mal. Si cette manifestation cutanéo-muqueuse, on ne la trouve pas, on n'y pense pas beaucoup. Donc, il y a un sous-diagnostic si on ne la trouve pas. La mesure de la pression artérielle, vous imaginez que chez le nourrisson, on ne la prend pas beaucoup. L'angioëdème laryngé, l'urticaire, les vomissements sont plus fréquents chez les jeunes enfants et les signes cardiovasculaires se voient plus chez l'adolescent. Alors, il y a aussi d'autres choses que les enfants n'expriment pas. Ils ne vont pas dire, voilà, je sens un prurite. On voit l'urticaire. Mais l'enfant qui nous dit, voilà, ça me gratouille, il ne le dira pas. Le fait de sentir des nausées, une dysphagie, un prurite oral, une obstruction nasale, des céphalées, tout ça, ce n'est pas rapporté par les enfants. Et on est des fois très mal au point avec des signes qu'on n'arrive pas à interpréter parce que l'enfant ne se sent pas bien, que la maman l'amène parce qu'elle voit qu'il n'est pas comme d'habitude. Et je suis persuadée que dans l'expertise, il y a beaucoup
de pédiatres qui ont vu cela. Donc pensez à l'allergie alimentaire et à l'anaphylaxie. Voilà. Donc le sous-diagnostic, certainement. Pensez-y. Alors les étiologies, tout âge confondu, enfants et adultes. Les aliments, c'est l'arachide, les fruits à coque, le poisson, les crustacés, les œufs. Le venin d'hyménoptère, les médicaments, les antibiotiques, les ANS, et les autres, le latex et puis les cofacteurs tels que l'exercice, le froid, etc. Donc pour l'enfant, donc vous voyez que pour l'enfant, donc dans cette étude-là où il y avait 26,7% d'enfants d'âge inférieur à 18 ans, on a vu que, regardez, les étiologies d'anaphylaxie, elles sont différentes de l'enfant à l'adulte. Et l'enfant, c'est l'aliment qui est en premier avec des taux de 64,9%, le venin 20,2% et médicaments 4,8%. Alors que pour l'adulte, c'est le venin qui vient en premier, les médicaments en deuxième et les aliments en troisième. Et puis regardez là, dans une autre étude, 2007 et 2015, 1970 cas d'anaphylaxie. Et voyez, pour les enfants de moins de 5 ans, de 6 ans, il y a les aliments qui viennent dans des proportions comme l'autre étude. Dans 66% des cas, le venin suit, et puis les médicaments par la suite. La voie de déclenchement est le plus souvent orale, plus rarement inhalée ou cutanée. Et dans les TPO qu'on fait à l'hôpital, des tests de provocation orale, on a environ 10% de réaction anaphylactique. Donc on l'attend celle-là. Et donc on a déjà pris toutes nos précautions. Alors les principaux allergènes qu'on voit chez l'enfant, c'est les plus jeunes, c'est le lait de vache et l'œuf. Je ne vous apprends rien, hein, vous savez. Et pour les plus grands, et notamment les ados, c'est l'arachide et les complexes de fruits à coque. Et auquel je rajouterai pour l'adulte les fruits de mer, les coquillages. Donc tous les aliments finalement sont susceptibles de provoquer une anaphylaxie, mais n'oubliez pas le lait de chèvre et le lait de brebis. Ça donne des réactions très graves. Attention. Donc, si on se résume, 70% dans une étude, dans Allergovigilance, c'est un site informatique, sur 564 cas d'anaphylaxie, les 5 allergènes rencontrés en premier, c'est l'arachide, les fruits à coque, le lait de vache, le lait de chèvre, brebis et œufs. Donc je détaille parce que finalement, pour faire votre enquête, c'est bien de savoir quels sont les plus fréquents. Ça se retourne autour de tout ça. Alors, il y a des facteurs de risque de faire une anaphylaxie sévère. D'abord l'âge, l'adolescence, les enfants polysensibilisés, polyallergiques. Certains allergènes dont j'ai parlé tout à l'heure, et j'en reparle, c'est pas grave, le lait de chèvre, les fruits à coque et l'arachide. Et donc, vous voyez qu'avec l'arachide, bon, ce côté droit, donc vous voyez l'arachide et fruits à coque viennent en premier dans le 55% à soit 87% des décès liés à l'anaphylaxie. Il y a les fruits de mer également, puis le lait de vache et le lait de chèvre et de brebis. Vous voyez? Maintenant, la sensibilisation LTP. Dans la famille des allergènes recombinants, il y a des sévérités qui vont de la base du triangle jusqu'en haut. Et donc, les LTP, donc vous les voyez, tels que les protéines aussi de stockage, eh ben, c'est les plus sévères. Et quand on a un aliment qui fait partie de ces LTP, de cette famille des LTP, qui sont résistants à la chaleur, donc on a des manifestations plus graves. C'est pour ça que les recombinants ont de l'intérêt actuellement, parce qu'ils nous montrent lesquels allergènes peuvent être responsables de manifestations graves. Et puis, n'oubliez pas les cofacteurs. Les cofacteurs peuvent être très méchants, c'est-à-dire on prend l'aliment tout seul ne fait rien, mais associé à, par exemple, la chaleur, l'effort, il va nous faire une anaphylaxie. Et puis, si on considère aussi que les adolescents font partie de notre patientèle, eh ben, il y a un risque de prendre du cannabis, de l'alcool chez les ados.
Donc faites attention, si l'aliment est consommé et puis ils vont prendre de l'alcool ou du cannabis, eh ben, ils risquent de faire des formes anaphylactiques sévères. L'asthme, je ne l'ai pas cité tout à l'heure parce que je voulais le faire ici. 60 à 100% d'asthme préexistant chez les patients qui sont décédés. Et le risque est multiplié par 6,8 d'avoir une forme grave, voire mortelle, quand on prend des fruits à coque ou arachides, alors qu'on a un asthme qui n'est pas bien contrôlé. Le risque est par contre multiplié par 2,7 si l'asthme est modéré. Mais l'anaphylaxie peut très bien exister sans qu'il y ait de l'asthme. Quand il y a des polysensibilisations, polyallergies, bien sûr, le risque est augmenté. Alors là, en fait, l'exposé va commencer là, puisqu'on m'a demandé de parler de la prise en charge de l'anaphylaxie grave. Alors justement, l'adrénaline, c'est le traitement, la pierre angulaire du traitement. J'ai bien envie de m'arrêter là, l'adrénaline. Elle va lutter contre l'hypotension, l'obstruction des voies aériennes parce qu'ils ne peuvent plus respirer, va stimuler le cœur et améliorer la respiration. L'injection est facile, face externe de la cuisse en IM. Donc, je crois que même en réa, on utilise la voie IM. Khaled. Dans un premier temps, avant d'aller plus loin. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, ça, c'est important parce que ça peut sauver un enfant. Et donc, vous voyez qu'il peut la mettre même au-dessus de son pantalon. Il n'y a pas de souci. Une seconde d'injection peut être nécessaire s'il n'y a pas d'amélioration. Au bout de 15 minutes, il faut la refaire. Attention. Alors, la posologie recommandée est de 150 microgrammes entre 7,5 kg et 25 kg et de 300 microgrammes au-delà de 25 kg. Alors, j'ai envie de dire, il n'y a aucune contre-indication à l'utilisation d'adrénaline. Aucune peur. Allez-y sans souci. Bien sûr, il y a des effets. Et si on commence à lire les effets, et même si on ne les lit pas, on y pense. Bien sûr, ils peuvent très bien simuler tous les signes de l'état de choc anaphylactique. Il y a la tachycardie, il y a le bronchospasme, tout ça est noté. Mais seulement, au vu qu'on est en train de peser un risque vital par rapport à des effets secondaires qui sont négligeables, à mon avis, donc on n'en parle même pas. Voici les seringues préétablies, l'Anapen. Je crois qu'il est venu pendant une période en Tunisie, mais n'hésitez pas à faire acheter, même s'il n'y a pas en Tunisie, faites acheter vos seringues. Il y a un problème médico-légal. Donc si vous avez une allergie grave ou potentiellement grave ou qui ont fait une anaphylaxie, il faut leur donner la prescription du stylo d'Anapen ou les autres. Alors là, c'est pour la famille. Donc on doit leur donner une feuille comme ça. Bon, elle est prise de la littérature, mais on peut la faire nous-mêmes en leur expliquant c'est quoi les signes de gravité. Et à ce moment-là, s'il y a les signes de gravité dont on a parlé tout à l'heure, tout au long, ben, ils doivent injecter leur adrénaline en IM. Puis après, bien sûr, appeler en même temps ou après le SAMU, et puis essayer de donner même les bêta-2 courte durée d'action. Et s'il y a une gêne respiratoire, ça peut aider. Dans les réactions légères, c'est plutôt les antihistaminiques qu'on peut donner, et on doit choisir peut-être les oraux dispersibles, parce que c'est facile à prendre. Et bien sûr, s'il n'y a pas d'amélioration, il faudra aller vers l'adrénaline. Là, c'est l'anaphylaxie, l'utilisation de l'adrénaline et les recommandations de l'EAACI. Avec, en cas d'arrêt cardio-respiratoire, bien sûr, on doit donner tout de suite l'adrénaline. Et puis, s'il y a l'association de certains signes, bien sûr, respiratoires, le stridor et l'hypotension, il faudra aussi savoir faire l'adrénaline. Puis, dans les formes moins sévères, ou bien s'il n'y a que des signes respiratoires, on peut utiliser les bêta-2 courte durée d'action ou les antihistaminiques. Alors, la prescription du stylo d'adrénaline, c'est quand on a les formes sévères, les antécédents de formes sévères.
Donc, ils ont fait un cas aux formes sévères parce qu'ils ont une allergie alimentaire particulière, parce que, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou bien s'ils habitent loin d'un centre où on peut les sauver, bien sûr. Et puis, l'indication est relative dans les formes plus légères. Donc, on prescrit un deuxième stylo chez l'enfant lui-même s'il y a une allergie alimentaire et asthme qui persiste et qui n'est pas contrôlée, modérée à sévère, s'il y a une mastocytose avec un taux élevé de tryptase de base, s'il y a des difficultés d'accès dans les centres de soins, s'il y a un antécédent d'anaphylaxie nécessitant plus d'une injection d'adrénaline, si on a eu des antécédents d'anaphylaxie sévères, voilà, surtout ça. On prescrit un deuxième. Alors la trousse d'urgence, bien sûr, elle contient l'adrénaline en toute splendeur, en premier, mais également on peut mettre les antihistaminiques orodispersibles, corticoïdes orodispersibles, les bronchodilatateurs. Alors le fait de donner une immunothérapie, est-ce que c'est intéressant? Ça pourrait l'être, parce que ça augmente la dose réactogène, et éventuellement met à l'abri des accidents graves. Donc pourquoi pas? Mais sachez qu'il y a une perte de tolérance dans beaucoup de cas et la guérison est malheureusement assez rare. Maintenant, un mot sur le projet d'accueil individualisé à l'école. Donc les enfants à qui on va mettre un PAI en indiquant en plus l'adrénaline, ce sont les enfants graves de tout à l'heure qui ont eu une anaphylaxie ou des formes graves d'allergie alimentaire. Le groupe 2, ce sont des enfants à qui on prescrit une PAI avec une trousse d'urgence, mais pas forcément accompagnée d'adrénaline, c'est les réactions peu sévères. Et dans le groupe 3, on ne va pas prescrire de PAI parce que l'allergie alimentaire, elle est d'abord pas sévère, et puis elle peut survenir avec des doses fortes de l'allergène. Si on prend beaucoup de cet allergène-là, il peut faire une réaction que si on prend une petite quantité, il n'en fait pas. Ou bien les manifestations sont tel un syndrome oral qui sont reconnues pour ne pas être sévères. Alors, le groupe 4, par contre, peut inclure beaucoup de gens à qui on ne donne pas de PAI du tout. C'est les mamans inquiètes, c'est des enfants qui sont sortis de leur allergie, ils l'ont eu alors qu'ils étaient tout petits, comme le lait de vache, et puis il y a eu une tolérance qui a été acquise. Donc ça, c'est des enfants à qui on ne va pas donner de PAI. Alors par contre, PAI ou plan d'action, il faudra toujours savoir éduquer. D'abord, l'adrénaline, ce n'est pas évident qu'ils savent la faire, donc il faut savoir expliquer, les prendre en atelier, leur montrer comment faire. Les pharmaciens également peuvent nous aider. Et puis, leur apprendre à faire l'étiquetage, reconnaître les étiquetages pour voir tous ces allergènes qui peuvent être cachés. Et ça, je peux vous dire qu'il y en a. Et toutes les histoires que j'ai entendues chez les plus grands enfants, c'est on a fait une réaction parce qu'on ne savait pas qu'il y avait du lait de chèvre, par exemple. Cette histoire, je l'ai entendue il y a 2 jours. Et puis la mise en situation dont je vous ai parlé pour l'éducation, l'adrénaline et leur dire que c'est pas la banaliser en d'autres termes. Et il faut la banaliser aussi par les médecins parce qu'il y a la trouille chez les médecins aussi. Je ne sais pas si vous vivez un peu la même chose. Il y a l'adrénaline, elle fait peur. Et pourtant, c'est elle qui sauve. Et donc, si le mot de passe que je voudrais dire aujourd'hui, c'est bien l'adrénaline, l'adrénaline. Et ne pas oublier les cofacteurs. Donc, donner les conseils pour l'effort. Ils ne doivent pas, si l'allergène est pris, et il ne faudra pas qu'ils aillent faire une course. Donc, il n'y a pas de portrait robot de patients à haut risque. Certains allergènes, on sait qu'ils sont plus coupables de faire des réactions graves telles que l'arachide, le cajou dans les fruits à coque, le lait de chèvre de brebis, les crustacés, les polysensibilisations, les polyallergies, l'asthme sévère mal contrôlé, attention aux cofacteurs et l'âge, l'adolescence.
l'importance de l'éducation, je n'insisterai jamais assez. Et à l'école aussi, on peut informer, expliquer et faire la même éducation pour qu'il n'y ait pas beaucoup la trouille, la peur des gens qui sont à la cantine. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que l'anaphylaxie est la forme la plus sévère des réactions allergiques, car potentiellement mortelle. La prise en charge initiale doit être rapide, adéquate, énergique, dans le cadre d'une stratégie systématisée bien définie. L'administration d'adrénaline est la clé de voûte de cette prise en charge. Et puis, il y a une prise en charge secondaire parce que le médecin doit prescrire l'auto-injecteur d'adrénaline et doit éduquer la famille. Et puis, l'éviction, bien sûr, de l'allergène qui constitue le traitement préventif qui est le plus efficace. Voilà, je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, Raouda, pour la clarté de l'exposé, comme d'habitude. C'est vraiment tu as passé, comme d'habitude, des messages très importants à retenir. Si vous permettez, j'ai quelques commentaires concernant donc ce dosage de la tryptase, malheureusement, qui n'est pas de pratique courante chez nous et qui a un intérêt donc majeur pour le diagnostic différentiel entre les états de choc anaphylactiques vrais et les états de choc anaphylactoïdes, ce qu'on appelle anaphylactoïdes, et ça se voit beaucoup, surtout avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc c'est une dégranulation mastocytaire, mais qui n'est pas spécifique, qui peut se voir donc, dans beaucoup de situations, mais malheureusement, ce n'est pas de pratique courante. Et pour les médicaments, c'est vrai, on le voit fréquemment, mais parfois, il y a des situations où on est surpris par une anaphylaxie lors de l'anesthésie, alors que c'est la première. Et la première utilisation de myorelaxant, notamment. Il n'a jamais été anesthésié et on voit un état de choc anaphylactique en paire opératoire. Donc, qu'on doit distinguer en deux, les chocs d'induction et les chocs secondaires. L'induction, c'est les myorelaxants, comme tu sais, c'est à base, c'est surtout la sensibilisation peut se faire par des cosmétiques et par des désinfectants, les antiseptiques, et c'est la molécule, c'est l'ammonium quaternaire, qui existe sous forme monovalent. Et lorsque on va anesthésier et on utilise de l'ammonium quaternaire polyvalent, ça peut provoquer un état de choc anaphylactique avec un premier contact avec le médicament. C'est dans quoi? Pour l'anesthésie générale, l'utilisation des myorelaxants de façon générale. On a eu des cas où, à la première anesthésie, on a eu des problèmes. Alors que l'enfant n'a jamais été anesthésié. Comment il va la sensibilisation, elle peut se faire par d'autres voies. Oui. Ouais, c'est ça le message. Donc. Et je rejoins ton avis concernant le dosage des recombinants. Et normalement, c'est un facteur pronostic important. Et là aussi, donc, il faut passer à la demande de ces recombinants la demande reste toujours donc modeste. Et puis, pour finir, les cures d'hyposensibilisation, l'indication idéale, c'est les hyménoptères. Les anaphylaxies aux hyménoptères, c'est très efficace. Et surtout, si l'enfant est élevé dans un milieu il y a un risque professionnel chez les parents, notamment les apiculteurs. Oui. Voilà, je pense, je ne sais pas si il y a des questions. Peut-être un mot sur la tryptase, parce qu'on n'a pas le temps de la faire finalement. Il y a très peu d'examens complémentaires à faire après une anaphylaxie. Tout à fait. Donc, bon, évidemment, déjà, il faut sauver d'abord le malade avec ce qu'il faut, l'adrénaline, avant de penser à autre chose. Mais une fois qu'Al-Khaled, on en a parlé de la tribune. Oui, en fait, ça, parce que dans les chocs, Khaled, dans les chocs, pour les différencier. En fait, ça a un intérêt essentiellement médico-légal. Si on a un décès, sans avoir eu la possibilité de poser le diagnostic étiologique, surtout quand ils sont en état de choc, doser la tryptase, faire un prélèvement en pré ou post-mortem et retrouver un taux élevé de tryptase, ça témoigne d'une dégranulation importante mastocytaire
et surtout si on n'a pas de réaction cutanée. Donc c'est d'ordre médico-légal essentiellement. Est-ce qu'il y a... Oui. En plus du taux élevé, Khald, c'est surtout les plusieurs dosages. L'aspect de la courbe pour le dosage des tryptases, c'est très important d'avoir plusieurs dosages. S'il s'agit de réaction anaphylactique, vous allez avoir donc cet aspect enclenché, alors que pour les autres, pour les non allergiques, c'est-à-dire les anaphylactoïdes, vous allez avoir donc un taux stable, élevé en plateau. C'est un diagnostic différentiel important. Plusieurs dosages il faut normalement. Je pense parce qu'il n'y a pas de demande auprès des laboratoires, mais on peut pousser ça et On peut le faire. on peut faire. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Bon, j'ai 2 questions à poser. La première question, est-ce qu'on pourra savoir le pourcentage des chocs anaphylactiques suite à la vaccination en Tunisie et dans le monde? Et ma deuxième question, faute de l'existence du stylo adrénaline en Tunisie et surtout le délai, donc ça a périmé rapidement. Donc, est-ce qu'on peut utiliser l'adrénaline ampoule, qu'il faut la chercher au niveau des hôpitaux parce qu'au niveau des pharmacies, ça n'existe rarement, ça existe. Et donc, pour la posologie, ça sera donc... Pourquoi 7,5 kg, c'est une limite? On ne peut pas donner l'adrénaline avant 7,5? Si. D'accord. Si, on peut le donner. Oui. Dans les anaphylaxies dues aux accidents aux protéines de lait de vache, c'est les tout petits. D'accord. Donc c'est moins d'un an. Donc si on a l'ampoule... Réadapter peut-être, on peut préparer les ampoules. Donc 0,3 millilitres, ça sera, bon j'ai fait 1 mg sur 2 millilitres, 1 mg 2 millilitres, donc, parce qu'on est habitué à ces ampoules, nous. Donc c'est 0,3 avant 25 kg et 0,6 supérieur à 25 kg. Donc, faute de stylo, on peut utiliser, il faut qu'on ait oui, tout à fait. Et pour la première question. Voilà. Parce que il faut sauver l'enfant, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est vrai que des fois, on n'a pas, même chez les plus grands. Donc, je leur fais acheter, mais alors, il va acheter par rapport à la masse d'enfants qui ont fait des réactions anaphylactiques. Heureusement, on n'a pas. Maintenant, le vaccin, moi, je ne sais pas répondre sur le vaccin. Est-ce qu'il y a eu, peut-être Mohamed Ouaj ici, il est là, puisque Maghroum Yasser, le vaccin en Tunisie, est-ce qu'il y a eu des réactions chez les jeunes? Parce que nous, on oui, parce qu'il y a parfois des hypotonies. Bon, quand on était avec Sida Bébé au mardi pédiatrique, donc là, nos réunions de mardi, je me rappelle qu'ils ont présenté des cas des nourrissants qui ont eu une hypotonie, comme vous avez insisté sur... Et c'est révélé des... les vaccins en général, pas le Covid. Non, je parle des vaccins en général, non. Là, le Covid, on verra les effets indésirables. Le Covid, j'étais axé sur le Covid, oui. Non, c'est les vaccinations en général, parce que on en fait des... les vaccinations. Non. En général, il n'y a pas de... Peut-être qu'il y a des petites manifestations. Les effets indésirables des vaccins en général... je ne sais pas l'expérience des uns et des autres, moi je n'en ai pas vu beaucoup. Il y a les risques de convulsions qui ont été vus avec le avec les nouveaux vaccinations, c'est minime, c'est très minime. Voilà. Oui. Sinon, ça doit exister aussi au vaccin, clairement. Mais alors, quelle est la fréquence? Je ne peux pas répondre. Oui, et est-ce que le délai, c'est rapide pour les chocs anaphylactiques, pour la vaccination? C'est rapide. Il faut mettre les vaccins qui mettent les médicaments. Donc, relativement rapide. Un quart d'heure qui suit, Marlène, sinon... La demi-heure, généralement. Oui, la demi-heure qui suit. Voilà. D'accord, merci. Oui. Khadija. Moi, je voudrais insister. Raouda, c'est que... parce que la prise en charge, comme elle l'a dit, ça va de l'antihistaminique, plus ou moins corticoïde, vers l'adrénaline. Le problème avec l'adrénaline, c'est que aussi bien le médecin que les parents ne vont pas facilement vers l'adrénaline. Or, c'est un médicament qui permet de sauver la vie d'un être humain, d'un enfant. Donc, chaque fois qu'il y a l'indication de l'adrénaline sous forme d'ampoule dans notre pays, où elle a le stylo d'adrénaline, il faut former la famille, il faut l'éduquer aux signes annonciateurs et à la technique
d'injection de l'adrénaline. Parce que quand on fait les études, que ce soit par exemple les études interservices en France ou ailleurs, on trouve, malgré un tableau évocateur de réaction anaphylactique, l'adrénaline a été très peu utilisée, même dans les structures hospitalières. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu, ni trop prescrire, ni sous-prescrire. Et ce retard d'administration de l'adrénaline, il peut être néfaste pour l'enfant. Donc même si on n'a pas l'adrénaline dans notre pays, on n'a pas les stylos pré-remplis, les stylos prêts à l'emploi, on a eu quelques cas d'anaphylaxie grave et on était dans l'obligation de donner une ordonnance avec de l'adrénaline en poudre et d'expliquer à la maman ce qu'il faut faire. Mais la plupart des réactions, comme l'a dit Rawda, le plus souvent c'est antihistaminique, plus ou moins corticoïde, comme à l'occasion d'un angio-œdème ou autre. Mais quand c'est grave, il faut savoir aller vers l'adrénaline. Il ne faut pas avoir peur d'une injection d'adrénaline. Mais il ne faut pas aussi surutiliser l'adrénaline. Alors, les tests de provocation orale, si on va les faire, attention, il faut avoir l'adrénaline à portée de main. Donc, vous voyez, 10% d'enfants qui le font à l'occasion du test de provocation orale. Et puis, attention aux tests alimentaires. Hein. Je ne sais pas tout à fait, tout à l'heure, on vous l'a dit, mais les tests alimentaires, il faut toujours, c'est un problème médico-légal. Il faudrait avoir une voie d'abord, être prêt à injecter l'adrénaline au cas où. Voilà. Au fait, attention, la dose, c'est pas banal. pour répondre à la question, la dose, c'est, Oui. si on n'a pas les stylos auto-injecteurs, c'est 10 gamma par kilo, une injection en intramusculaire. Et sachez que l'ampoule contient 1 millilitre, correspond à 1 milligramme, donc 1000 gamma. Donc l'idéal, c'est de préparer, faire une dilution de sorte que on prend 1 millilitre d'adrénaline et rajouter 9 millilitres de sérum physiologique. Ça, si on a un test de provocation Voilà, c'est ce qu'on orale. fait. Et on prend 0,1 cc qui correspond à 10 gamma et calculer s'il pèse 10 kg, 0,1 cc x 10, ça fait 1 cc qu'on va donner en intramusculaire. Ou bien, autre chose, vous avez la seringue d'insuline qui a 100 unités, qui correspond à 1 millilitre. Donc, une unité correspond à 10 gamma. Et donc, ça fait une unité par kilo. Une unité, l'eau. Donc, s'il pèse 10 kilos, vous allez prendre la quantité de 10 unités que vous pouvez injecter en intramusculaire. Et puis, la troisième remarque, pratiquement toutes les réactions anaphylactiques, si on voit auprès des urgences, que ce soit fait le privé ou bien fait l'étatique, c'est la corticothérapie, soludécadrant, hémisuccinate et l'adrénaline, elle est relayée au 2e degré. Donc c'est l'adrénaline. Je ne sais pas si la corticothérapie agit, je ne suis pas sûr, mais l'adrénaline a un effet à la fois un traitement étiologique parce qu'elle empêche la dégranulation des mastocytes, qui est à la base de cette réaction anaphylactique. Elle empêche la dégranulation. Donc, donner l'adrénaline ou bien un antihistaminique si la forme n'est pas très sévère. Mais la corticothérapie, je pense qu'il faut la laisser en second si ce n'est pas l'oublier. Ça, c'est à mon avis. Donc, moi, je l'ai déjà raconté, cette histoire. Je vais peut-être la raconter. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont entendue. En fait, cette année, j'avais un enfant qui avait presque 1 an et elle a une allergie aux protéines de lait de vache. Je fais les JE spécifiques et les recombinants et je trouve que tout est négatif. Tout est négatif. Alors, bien sûr, je l'hospitalise. Tu as dû l'entendre, cette histoire. Je l'hospitalise. Et on me dit, j'explique à la maman, je lui dis, aucun souci, on va réintroduire sans aucun souci. Hein. Les IgE spécifiques étaient négatifs. Donc, on va y aller, ne vous inquiétez pas. Et alors, l'infirmière me dit, je prépare quand même l'adrénaline. J'ai dit, mais bien sûr, on fait comme il faut. Heureusement, elle me fait le choc anaphylactique. Première injection, et elle a toujours la tension basse. Je vous assure que j'étais malade. La 2e injection, elle reprend. On l'a amenée en réa, etc. C'était l'enfer de l'enfer. Alors que c'était des IgE spécifiques erronés. Roll-tout, il fait les IgE spécifiques. Vous vous rendez compte?
Donc voilà, toujours, c'est le mot, la chose que je voudrais passer, c'est que faites les choses dans les règles de l'art. Voilà. Vous faites un TPO, à l'alimentaire, attention, comme les conditions de sécurité pour faire un test alimentaire. On va donner deux questions, Dr Gallouz. D'accord. Les aiguilles. C'est-à-dire pour la dose à donner. Oui, et on change. Et on change. On change d'aiguille. Intramusculaire. Voilà. Intramusculaire, voilà. Oui, docteur Gallouz. Oui, tout à l'heure, justement, par rapport à la voie d'administration, vous avez dit intramusculaire. Et si, et si on a une voie d'abord disponible, docteur Intramusculaire. J'ai fait un clin d'œil à Khaled. Au fait, intramusculaire. Oui, intramusculaire parce que c'est très rapide, et même à travers le pantalon, donc on peut l'avoir. Oui, mais si vous avez un malade qui est hospitalisé et qui fait... Vous avez la voie d'abord, hein, Khaled. Et vous, on a fait un intramusculaire dans les recommandations. Non, au fait, pour les formes graves, pour répondre à ta question, j'ai vécu un collègue qui me ramène son fils alors que j'étais de garde un dimanche en juillet pour... un malaise, le temps que j'aille chercher le dynamable, le tensiomètre, il fait un malaise et c'était un choc anaphylactique. L'étude de pharmacovigilance ou allergovigilance a trouvé que c'était du raisin et ce malade ne s'est stabilisé qu'après mis un cathé central. Et on a administré de l'adrénaline par voie centrale pour pouvoir maîtriser la situation. Parce que il y a sur le plan physiopathologique plusieurs relargages et les tensions qui peuvent durer 12 heures, voire même 24 heures. C'est pour cela qu'il faut les hospitaliser, même s'il est en bon état, pour les surveiller. Donc, pour la rapidité des choses, oui, intramusculaire. Pour l'efficacité et la pérennité des choses, intraveineuse, surtout s'il fait un état de choc. Mais la première fois, en intramusculaire. Même dans les recommandations, là. Tu as une voie d'abord, avant de calculer ou de t'inquiéter, boum, tu fais ton intramusculaire.